Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que le français, c'est une langue magnifique, qu'on l'aime, qu'on la chérit, qu'on en prend soin. OK. Mais personne n'aime ça, faire de la grammaire puis de l'orthographe. Hein? Ça, c'était tout le temps comme le cours qu'on haïssait ou le bout, je sais pas moi, qui m'emmerdait le plus quand j'apprenais mon français. Et pourtant, ce serait peut-être l'une des défenses de notre langue selon une lettre publiée dans Le Devoir, Philippe. Absolument, c'est une lettre d'Amanda Fakii, donc qui est connue pour faire notamment des conférences notamment sur la rhétorique, sur l'éloquence. Et donc, elle réagit à différentes propositions qui ont été mises en politique, notamment par Bernard Drinville, comme on sait, ministre de l'Éducation, qui a dit être ouvert notamment à ce qu'on appelle l'orthographe rectifiée ou l'orthographe simplifiée. Autrement dit, on change beaucoup de mots dans la langue pour les rendre plus simple à l'apprentissage. Par exemple, oignon s'écrirait plutôt O-G-N-O-N. Donc, on sait comment c'est, le I est un peu inutile, si on veut. Les fameux oignons, hein. Ouais, c'est les fameux oignons. Et donc, on changerait toutes sortes de mots comme ça pour les rendre plus simples à l'apprentissage. Également, tu as évoqué la grammaire. Donc, le participe passé avec avoir, comme on sait, peut causer des difficultés. Et donc, on pourrait tout simplement abolir les exceptions, du moins la règle qui est considérée comme difficile à apprendre pour les jeunes élèves. Et souvent, les raisons derrière l'idée de simplifier la grammaire, l'orthographe, c'est pour faire mieux aimer la langue chez les jeunes et pour garantir un meilleur succès à l'école. Donc, c'est souvent ça, si on veut, les objectifs qui sont apportés pour ça. Mais Amanda Fakii nous rappelle, en fait, moi, je suis entièrement d'accord avec elle, mais elle nous rappelle que la beauté réside dans la complexité. Et moi, j'irais jusqu'à dire que ce qui est difficile, ce qui est beau est difficile. Ce qui a de la valeur est difficile. Et c'est ce qui fait, je pense aussi, le prestige de la langue française, c'est toutes ces subtilités, ces exceptions. C'est le fait que ce soit difficile à l'apprentissage. Et comme elle, je pense qu'un vocabulaire riche et un vocabulaire riche, une langue qui est riche permet une pensée qui est plus riche. Et elle dit carrément, le fait d'avoir une pensée riche, un vocabulaire riche, permet d'enrichir sa vision du monde. Ça, avec quoi je suis entièrement d'accord. Donc, je ne pense pas, comme les réformistes, qu'il faut à tout prix une réforme de l'orthographe, de la grammaire, parce que je pense pas que les jeunes vont mieux apprendre tant que ça. Là. C'est pas nécessairement si compliqué, comme elle le dit dans son texte, c'est pas si compliqué d'apprendre le participe passé avec avoir. Si on fait la faute une fois de temps en temps, ce qui peut arriver, c'est pas la faute, c'est pas la fin du monde non plus. Donc, je pense que moi, je suis entièrement d'accord avec elle, là, tout simplement. Là-dessus, j'ai tendance à être d'accord, puis peut-être même pas pour les mêmes raisons que toi, Philippe. Je te dirais, c'est... À moi, avant toute chose, là, on peut-tu arrêter d'essayer de tout niveler vers le bas en ce moment pour régler les problèmes de l'éducation? Moi, c'est vraiment ça le problème que j'ai avec ce qui se passe en ce moment. On dirait qu'on est dans un courant où on essaye de tout amener vers le bas. Là. On baisse la barre. Il y a des mauvais taux de réussite dans ces examens-là. On baisse la barre. On le rend plus facile. Les élèves ont de la difficulté en ce moment à arriver dans tel cours. Baisse les critères. Moi, quand j'ai parlé avec notre collègue là, David Santarossa ici à l'émission, puis ça a été repris, écoute, l'autre fois sur TikTok, là, je sais que j'ai l'air de m'en vanter, mais j'ai été surpris de l'écho que ça a eu. Il y avait au-dessus de comme 500-600 000 visionnements. Un segment qu'on a fait ensemble où on parlait dans sa classe, puis il m'apprenait ça. Puis lui, il l'a dit comme avec désinvolture, puis après ça, il a allumé lui aussi au fur et à mesure de notre discussion, puis de mes réactions estomaquées, que c'était peut-être plus que ce qu'on pensait. Il m'expliquait que si tu triches à ton examen avec ChatGPT, par exemple, là, avec un logiciel de génération de texte, tu triches une évaluation ou quoi que ce soit, si tu triches, on ne te donne pas 0. On te fait reprendre ton examen. Il n'y a aucun désavantage à tricher. Mais c'est sûr qu'il y en a un inconvénient clairement à tricher, mais comme tu dis, c'est pas assez dur comme conséquence, d'autant plus. Mais c'est quoi la conséquence? Tu reprends ton examen? Tu reprends l'examen, c'est ça, absolument, mais c'est pas une conséquence très lourde, là, tu sais. Moi, je trouve ça un avantage, t'as plus de temps pour étudier. C'est ça, quasiment, oui, absolument. Moi, je suis un jeune, puis écoute, j'ai toujours été droit, j'ai pas triché dans mes examens dans la vie, c'est pas quelque chose que je fais, on s'entend, j'en ai pas vraiment besoin. Mais être un jeune, paresseux un peu, qui a pas étudié pour tel examen, qui se dit, hey, regarde, je vais l'essayer en trichant, puis même si je me fais prendre, je vais avoir juste plus de temps pour étudier, puis je vais pouvoir le reprendre plus tard. Allô? J'aurais sauté sur cette occasion-là. Je le dis sans gêne, j'aurais sauté sur une occasion comme ça. Je comprends absolument, puis comme tu dis, c'est parce qu'il y a tout un problème global de nivellement vers le bas. Donc, on est toujours dans l'idée que si un problème d'instruction au Québec, de diplomation, comme on sait, le décrochage est assez prononcé au Québec, notamment chez les jeunes gars,
eh bien, on se dit, on va niveler vers le bas pour rendre ça plus facile. Mais l'affaire, c'est que on fait ça depuis quand même plusieurs années. Il y a même, on le sait, il y a nos parents, nos grands-parents le disent que quand ils regardent les devoirs, les travaux de leurs enfants, petits-enfants, ils remarquent que ça semble moins difficile que ce qu'ils ont connu de manière globale. Et il y a souvent les blagues qui circulent là-dessus. Et pourtant, le taux de diplomation reste pas mal le même. Donc, puis comme tu dis, justement, il y a toutes sortes de mesures très laxistes où si tu triches, tu vas juste à recommencer. Même si tu as poché certaines matières, tu vas pas nécessairement doubler ton année. Tu vas quand même passer, mais on va juste mettre des petits ajustements. Donc, on met toutes sortes d'ajustements comme ça pour faire passer le plus possible de monde, et pourtant les taux d'échec sont faramineux. Donc il faut plutôt axer la réflexion non pas sur le nivellement vers le bas, et notamment la simplification de l'orthographe et de la grammaire, mais plutôt sur les raisons fondamentales qui font en sorte qu'il y a autant de jeunes qui manquent de motivation, qui n'ont pas un goût de l'effort. C'est là-dessus que tu dois s'axer la réflexion. Parce qu'au fond, apprendre le français, oui, c'est difficile, puis comme tu disais au début, moi-même, j'aimais pas les cours de grammaire, de vocabulaire. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant quand on est un enfant, un adolescent, mais ça a son utilité concrète, puis l'école n'est pas là pour être un jeu, pour être toujours amusante, là. Apprendre, c'est pas quelque chose de toujours amusant, il y a toujours quelque chose de fastidieux là-dedans, qui est pas facile. On peut le voir notamment pour tout ce qui est artistique, un instrument de musique. Si on veut vraiment maîtriser un instrument de musique, il faut avoir aussi un entraînement fastidieux, très répétitif, qui peut être franchement ennuyant, là. Mm-hmm. Donc, n'importe quoi dans la vie qui a de la valeur est difficile, comporte une part fastidieuse qui n'est pas toujours agréable. Et en ce sens, moi, je suis entièrement d'accord pour dire que l'orthographe telle qu'on l'a, s'il faut un jour la faire progresser, ce qui arrive par ailleurs, notre langue progresse toujours au fil du temps. Comme elle le dit dans son texte, on parle plus le même français que Montaigne, par exemple. On se rappelle, le français d'autrefois avait beaucoup de Y au lieu du I. Donc, moi, c'était M-O-Y au lieu de M-O-I, par exemple. Et une fenêtre, c'était F-E-N-E-S-T-R-E. La fenêtre. C'est ça, la fenêtre. Donc, il n'y avait pas encore l'accent circonflexe qui est venu un peu plus tard. Donc, il y a toujours des évolutions dans la langue. C'est souvent ce que disent les linguistes. Mais il faut comprendre que les évolutions doivent se faire dans un but, je crois, de raffinement de la langue et non dans un but de nivellement vers le bas. Il faut toujours avoir ça en tête. Si l'objectif c'est de niveler vers le bas, évidemment que moi personnellement je m'oppose absolument à une réforme de la sorte. Si le but c'est au contraire de préciser la pensée, de mieux apporter des subtilités à la langue, alors à ce moment-là je serais en faveur de certaines réformes. Ben ouais. Puis là après ça, je veux dire, c'est aussi la responsabilité des grandes académies françaises, puis je les appelais comme ça, les autorités, si on veut, de la langue, qui dépasse le Québec, là. C'est pas le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui va décider qu'on change la langue française pour nous autres au Québec, là. Hein? On va suivre la parade. Si tout le monde s'entend dans tous les pays francophones pour changer tel mot, telle prononciation ou telle orthographe d'un mot, on va embarquer. Mais là, pour le reste, est-ce que c'est à nous de dicter comment ça fonctionne? On peut trouver d'autres moyens, je pense, pour être capable d'intéresser les jeunes au français. Un autre dossier sur lequel tu voulais, puis encore une fois, là, tellement intéressant. Aux Jeux olympiques de Paris en ce moment, il y a des gens qui remettent en doute la délégation israélienne. Le fait qu'on laisse une délégation olympique israélienne se présenter aux Jeux, c'est parce qu'on n'a jamais fait ça pour d'autres pays qui sont des dictatures brutales et sanguinaires, là, Philippe. Là tout d'un coup, Israël, faudrait bannir le pays en entier. Là. Absolument. Ben là, c'est le député de la France Insoumise. Donc, la France Insoumise est un parti de gauche qui est souvent à l'objet de beaucoup de critiques par ailleurs, notamment chez les gens de gauche plus modérés, de gens de centre, un peu n'importe où. Ils sont beaucoup plus à gauche que d'autres gauches en France. Absolument. Et donc là, c'est le député, LFI, c'est l'acronyme, le député LFI Thomas Porte, qui, lors d'un meeting public, a dit que la délégation israélienne n'est pas la bienvenue aux Jeux olympiques de Paris. Mais l'affaire, c'est que on se rappelle qu'en 1972, aux Jeux olympiques de Munich, il y avait eu une prise d'otage de plusieurs athlètes israéliens par le groupe Septembre Noir, qui était donc un groupe terroriste. Et il y a eu des athlètes qui étaient morts dans cette prise d'otage. Et là, 50 ans plus tard, on nous dit que la délégation israélienne n'est pas la bienvenue. Donc, c'est un peu malaisant quand même, je trouve. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Et puis aussi, parce que là, il y a des personnalités publiques en France qui disent... attention, parce que là, si vous dites ça publiquement qu'ils ne sont pas la bienvenue, c'est comme si, d'une certaine façon, vous cautionnez indirectement, du moins, des menaces qui pourraient être faites à l'égard de ces gens-là, ou même des potentiels attentats qui pourraient être faits contre ces gens-là, parce que vous avez un peu laissé la porte ouverte. Si vous dites qu'ils ne sont pas la bienvenue, des gens pourraient très bien se dire, parfait, on va passer à l'action, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez dangereux. Et puis là, il y a son collègue, aussi LFI, Émeric Caron, qui a dit « Le drapeau israélien est taché de sang ».
Mais c'est parce que tous les drapeaux du monde sont un peu tachés de sang quand même. Là. Il y a la Chine, la Russie, n'importe quoi. Puis d'ailleurs, je lisais ça récemment, qu'en ce moment même, il y a un conflit dont on parle très peu, c'est le conflit au Soudan. Au Soudan, il y a une guerre depuis plus d'1 an qui a fait 150 000 morts. Et on en parle quasiment très peu dans les médias. Ouais. Et d'ailleurs, je lisais tout récemment dans Le Point que d'ici la fin de l'été, l'état de la famine est tellement grave au Soudan en ce moment qu'il pourrait y avoir 2 millions de morts de la famine d'ici la fin de l'été. Juste au Soudan, là. Ouais. Et ça, on en parle très, très peu dans les médias. Il y a personne qui dit, on va, je sais pas moi, dire à la délégation soudanaise qu'elle n'est pas la bienvenue. T'sais. Non, mais tous les pays du monde ont un peu du sang sur le drapeau, là. Ben oui, puis d'autres beaucoup plus particulièrement certains plus particulièrement que d'autres, là. Là-dessus, faut se le dire. Non, puis écoute, s'il avait voulu passer un message, puis je peux comprendre la réflexion derrière. Si vous voulez vraiment passer un message, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, pour les athlètes de la Russie dans les derniers Jeux olympiques? On avait créé la Fédération olympique russe, puis il y avait une délégation russe. On n'a jamais empêché les athlètes d'y aller, mais ils n'allaient même pas sous le drapeau russe, ou pas directement garder les couleurs, mais c'était comme un autre drapeau qu'on utilisait. À la limite, écoute, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais si ce député-là avait dit on veut une délégation israélienne, mais on veut pas qu'il y ait le drapeau israélien, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment, il y a des gens qui se font massacrer. OK, regarde, débat. On aurait pu débattre là-dessus puis dire, regardez, vous voulez envoyer un message au gouvernement israélien. OK, c'est peut-être une bonne manière de le faire. Mais là, de dire non, pas de délégation israélienne ici, êtes-vous malade? On a laissé les athlètes russes venir alors qu'ils envahissent un pays à côté. Là. Je veux dire, on va certainement laisser les athlètes israéliens venir là. Le concept même des Olympiques, puis je dis ça, sachant que ça a été excessivement bafoué, que les nazis ont tenu des Jeux olympiques aussi à Berlin, hein, mais il y a quand même cette espèce d'idée que le sport, ça transcende ça. Hein, ça transcende les nations, ça transcende les conflits qu'on a. On est censé se rassembler dans la paix. C'est comme une trêve olympique. Puis on compétitionne dans des jeux qui sont censés être exempts de toute politique. On se comprend que le sport et la politique, ça vient toujours ensemble. Mais, officiellement, on est censé mettre ça de côté. Là, on empêcherait des athlètes israéliens de participer à cause de ce que leur gouvernement fait. Est-ce que vous savez s'ils sont d'accord avec ce qui se passe en ce moment? Ben absolument, comme tu dis, puis justement, Israël, c'est une démocratie, donc il y a toutes sortes de gens là-bas. Il n'y a pas juste des gens qui appuient la guerre, il y a des gens qui s'y opposent, il y a des gens qui ont toutes sortes de points de vue sur ce qui se passe. Et comme tu dis, ben justement, s'il y avait un point de vue plus modéré, comme tu dis, comme juste dire, ben on vous demanderait d'aller dans une délégation neutre ou dans une genre de fédération neutre, comme le font les Russes. À ce moment-là, ce serait une position plus modérée que de dire, vous n'êtes pas la bienvenue. Mm-hmm. C'est là qu'on voit, je pense, une forme d'antisémitisme, là, parce que là, on vise clairement un pays comme ça en disant vous n'avez pas d'affaires ici, alors qu'on sait que la Chine et d'autres pays, c'est vraiment des dictatures sanguinaires, et là, on leur dit pas vous n'êtes pas la bienvenue, on leur dit jamais des choses comme ça. Et comme tu disais, justement, les Jeux olympiques, c'est l'occasion d'une trêve. Ça a toujours été ça dans l'histoire, aux origines même de la Grèce antique, même si les pays se faisaient la guerre, on disait Jeux olympiques, là, c'est la trêve. Là, il n'y a pas de conflit, là, on est aux Jeux olympiques, on invite tout le monde, puis c'est des sports. Puis c'est ça qui se passe. Donc, il n'y a pas lieu de toujours rappeler des conflits à pu finir. Là, il faut comprendre que les Jeux olympiques, c'est l'occasion d'être sur un terrain neutre, sur un terrain où on prend le temps de célébrer les nations, la diversité des nations. Puis on comprend qu'il n'y a pas juste les conflits dans la vie, là. Donc, je pense que ça n'avait vraiment pas lieu d'être. Et selon moi, ça révèle quelque chose. Parce que le groupe La France Insoumise, depuis quand même le début du conflit, est parfois assez ambigu, là. Va beaucoup viser Israël, je comprends, dans la critique, mais à un point tel où, justement, on en vient à dire qu'il faut bannir des délégations israéliennes. Donc, je pense que parfois, les critiques peuvent aller vraiment trop loin, à mon avis. Puis là, on en a, encore une fois, l'exemple. Ben oui, puis c'est pas... tu sais, on peut pas faire de poids de mesure là-dedans. Si vous décidez de dire, OK, on tient responsable chaque nation pour les agissements qu'elle fait sur la scène géopolitique mondiale, puis on va commencer à bannir pas mal de pays. Exactement. On va commencer à bannir pas mal de pays. Je veux juste qu'on soit conséquent. Je dis pas que ce qui se passe à Israël dans le monde de Gaza, c'est pas condamnable. Au contraire. Mais il faut juste être capable d'y aller, d'être conséquent dans ce qu'on dit. Là. Tu parles de la Chine. La Chine emprisonne les Ouïghours dans des camps de concentration. Il y a des camps de concentration en ce moment en Chine. Puis il y a du lavage de cerveau qui se fait là-dedans. Oui. Des viols forcés, de la torture. Oui. Et on parle d'une nation, puis c'est organisé par l'État. Là. C'est officialisé dans une dictature brutale. La Russie envahit un pays à côté. Ils disent qu'ils sont une démocratie. Oui, certainement. Elle vote à 95% pour une personne. Mais oui, c'est une démocratie. On vous le promet, juré, craché. Hein? On a nommé d'autres, en Arabie Saoudite, le Soudan, tu viens d'en parler. Ben oui. Je veux dire, on laisse l'Iran venir compétitionner. Il faut arrêter de
Je suis d'accord. Moi, là, honnêtement, regarde, je suis d'accord. Si on décide de commencer à tenir les États voyous responsables de leurs actes, il n'y a personne de plus d'accord que moi. Le fait qu'à l'ONU, par exemple, l'Iran puisse devenir un membre officiel sur le siège du Comité des droits des femmes, c'est une aberration. Il y a des affaires comme ça, sûr, là. Oui. Puis ça existe, là, je sais que j'ouvre une autre canne de verre qu'on n'a pas le temps de compléter, là, mais si on veut commencer à être conséquent avec les pays voyous, soyons-le. Mais arrêtons de faire semblant que certains le sont plus que d'autres. Il n'y aura plus beaucoup de pays aux Jeux olympiques, là, tu sais. Il n'y aura pas beaucoup de pays à l'ONU non plus. Les démocraties sont en minorité. Mais c'est ça. Dans le monde. Je veux juste le rappeler aussi. Ah, bon, mais regarde, ça, tu vois, on vient d'ouvrir un dossier, là, Philippe, sur lequel il va falloir en reparler parce que disons que la politique internationale, c'est quelque chose de fascinant, mais qui vient souvent avec une bonne dose d'hypocrisie puis d'aveuglement volontaire. Oui. Je pense qu'on en a un autre exemple ici. Reparlons-en bientôt. Absolument. Philippe. Merci, au revoir.